Je leur dis en message privé, je dis écoutez, voilà, je voudrais essayer de comprendre quelque chose. Ici, c'est ma maison. Ma terrasse, elle est ouverte, ok, mais si vous venez en bas de chez moi pour me lancer des tomates, je vais monter la clôture en fait. Bonjour et bienvenue sur le nouveau format En harmonie de Maison Conquête. Vous venez d'entendre les mots de Sophie Fontanelle au micro de Lauriane Meulière pour Le Bon Coin. Cette phrase revient très très souvent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'a amené à me poser plusieurs questions. Est-ce que ma page Instagram c'est vraiment chez moi ? Et si la réponse est non, il est où en fait mon chez moi digital ? Pour y répondre, je suis allée à la rencontre de Noélie Vialet, de Studio Noélie. Avec Noélie, nous avons parlé des solutions pour bâtir la maison digitale qui nous correspond le mieux. Bon, on a un peu débordé du sujet en parlant en communication papier. Noélie, en tant qu'amoureuse du papier, nous sommes vraiment incorrigibles. J'espère en tous les cas que nous allons vous apporter des solutions pour créer une maison sur Internet bien à vous. Allez, c'est parti, bonne écoute. Bonjour Noélie. Bonjour Gaëlle. Alors aujourd'hui, je suis chez Noélie, de Studio Noélie, qui m'accueille donc chez toi pour parler d'une thématique que je dirai après parce que j'aimerais bien que tu te présentes dans un premier temps, savoir qui tu es. C'est mes thématiques un peu cheloues, mais que j'aime bien aller explorer parce que voilà, ça a en résonance avec le lieu. Est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps, Noélie ? Oui, super. En tout cas, merci beaucoup Gaëlle de m'avoir invitée dans ton podcast Maison Conquête. Donc, je suis Noélie Vialet, fondatrice de Studio Noélie, et je suis coach, consultante, journaliste et auteure. Tout ça. Ouais, tout ça. Et en fait, ça s'est fait dans l'autre sens. J'ai commencé comme journaliste et j'ai fini par devenir coach et consultante. J'accompagne des indépendants, des entrepreneurs, des marques et des groupes dans le retail. Ma mission principale, c'est de les aider à passer de nouveaux caps, notamment dans leur communication. Et je travaille avec eux principalement sur leur positionnement, c'est-à-dire qui ils sont, revenir aux bases en fait. Quel est l'ADN, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez apporté au monde, c'est quoi les fondations en fait, comme dans une maison. Comme dans une maison, comme de par hasard. Et après de là, on peut aller parler de comment on communique sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que. Mais sans ces fondations, on part peut-être dans de mauvaises directions. Donc c'est pour ça que j'aime bien revenir vraiment au positionnement, l'image de marque et le message de marque. D'accord. Donc moi, je suis venue te voir pour parler d'un sujet qui m'a interpellée notamment sur les réseaux sociaux. Fut une époque, enfin pas si lointaine, c'était il y a un mois de ça à peu près. Il y avait beaucoup la phrase qui revenait notamment sur Instagram d'influenceuses, d'influenceurs qui voilà faisaient une entrée en matière sur un sujet donné et qui avait bien sûr des haters ou des gens qui venaient faire des réflexions pas toujours très positive, à tort, à raison, je sais pas, c'est pas le débat. Mais en tous les cas, ces influenceurs, influenceuses disaient, de toute manière, là, je suis chez moi. C'est mon chez moi digital. Donc, si ça vous va pas, vous pouvez partir. Alors, à juste titre, certes. Mais moi, je me suis posé la question, c'est quoi le chez soi digital, d'une part? Et, notamment sur Instagram, est-ce qu'on est vraiment, chez soi quand on est sur Instagram? Moi, c'est vraiment mon questionnement aujourd'hui. Et auquel cas, si on n'est pas chez soi, où est-ce qu'on peut être chez soi de manière digitale aujourd'hui dans le monde entrepreneurial ? Donc déjà, c'est quoi ton avis quant au fait de Instagram, c'est chez soi ou c'est pas chez soi en fait ? Question intéressante. Déjà, si c'est chez nous, on est beaucoup de colocataires. Ouais, bon, on peut pas cher le loyer, c'est l'avantage. Sachant que quand c'est peu cher, on donne quand même quelque chose, notamment nos informations. Hein. Ouais, Rien n'est gratuit. On le paye toujours quelque part. Est-ce que c'est chez soi ?
C'est une image de chez soi, c'est une projection de soi, c'est un support qui permet d'exprimer qui on est. Ça a des airs de chez soi. On peut le décorer comme si c'était chez soi. Est-ce totalement chez soi? Pas certain. En tout cas, on est loin d'être propriétaire. Je lisais notamment le cas d'une artiste australienne dont le compte s'appelait Metaverse. Elle l'avait créé en 2012, me semble-t-il. D'accord. Et en fait, comme Facebook est devenu Meta et rentre dans le Metaverse, tout ce monde parallèle, voilà. Du jour au lendemain, son compte a été supprimé parce que ça rentre en concurrence, collusion avec les voilà. Avec le propriétaire. Et oui. Et oui, embêtant. Donc, le travail qu'elle avait construit, de construction d'audience, de création de contenu, toutes ses œuvres, etc., ont disparu. Il se trouve qu'elle a pu communiquer notamment auprès de la presse, etc., et que son compte a été rétabli. D'accord. Mais voilà, c'est un chez-soi dont on peut être très vite délogé. Donc, est-ce vraiment chez soi? Ouais. Bonne question. Et puis, fonction de ce qu'on met au mur, des fois, enfin, sur le mur, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, des fois, la politique d'Instagram fait que ça disparaît du mur, quoi. Parce que ça correspond pas au cahier des charges de la plateforme. Ok, donc on a plutôt le même point de vue qui est de se dire que c'est pas vraiment chez soi. Hein. Après, ça reste très intéressant d'y être, hein. Mais voilà, avec est-ce que c'est pas obligatoire quelque part? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'aujourd'hui Instagram c'est contournable? Je vais dire incontournable, mais non. Mais est-ce que c'est contournable? Est-ce qu'on peut faire sans aujourd'hui? Oui, rien n'est obligatoire. Après, ça dépend le domaine dans lequel on entreprend. Je sais pas si on parle pour les entrepreneurs en tout cas. Il y a des marques. Il faudrait revérifier Lush qui avait décidé aussi de quitter carrément. Lush. Les réseaux sociaux, dont Instagram, à vérifier. Hein. Est-ce que c'est contournable? Oui. On est dans un monde avec de multiples potentialités et d'autres façons de communiquer, digitales ou pas. Donc c'est contournable. Après, c'est un lieu où beaucoup sont, mais qui est aussi en train d'évoluer avec les algorithmes. Ça peut décourager certains. On se dit, mais en tout cas, mettre tous ces efforts uniquement là, pas forcément un bon calcul. Ouais. Selon toi, il y a d'autres plateformes aujourd'hui qui ont raison d'être et qui méritent d'être explorées, autres qu'Instagram du coup? Par exemple, Facebook, on en parlait il y a deux secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'être sur Facebook pour toi? Pour qui? Pour un entrepreneur qui lance aujourd'hui sa marque ou qui est présent exclusivement aujourd'hui sur Instagram et qui se dit, tiens, pourquoi pas aller sur Facebook? Ok. Donc j'aurais pas de réponse définitive en tout cas, hein, parce que ça répond, oui, puis ça évolue vite, ça dépend des cas, etc. Mais Facebook est intéressant pour moi à deux titres. Moi j'ai délaissé Facebook, hein. Mais c'est intéressant à deux titres pour des personnes qui auraient vocation à créer des groupes. Pour moi, ce qui est intéressant aujourd'hui sur Facebook, ça va être les groupes fermés, oui, qui vont permettre de créer une dynamique, un espace communautaire. Où il va pouvoir se passer plein de choses et où vous allez pouvoir créer un cercle un peu plus resserré. D'accord. Pour pouvoir faire passer ce que vous avez à faire passer, du coup, avec des personnes plus engagées. Et c'est intéressant aussi pour tout ce qui est ads. Alors moi, je suis pas du tout là-dedans et je laisse à d'autres cette spécialité et cette façon de communiquer parce que moi, je cherche pas la croissance à outrance, mais pour certains entrepreneurs qui peuvent avoir notamment des marques ou des produits, physiques, ça peut être intéressant sans y passer pareil toute son énergie, mais de l'exploiter d'un point de vue publicitaire. Ça touche quand même, les gens, même si certains ont délaissé Facebook, ils ont un historique. D'accord. Et donc ils vont quand même. Moi, je viens sur Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai une notation souvenir. Donc en fait, pour les anniversaires, quoi. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a ça parce que je les oublie parfois les anniversaires. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, Facebook, c'est devenu un peu ma cave à souvenirs. C'est-à-dire que je retrouve des souvenirs d'il y a 10 ans, un événement auquel j'ai participé, un livre que j'ai sorti. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir cet archivage au final. Donc, je remercie quand même. Mais merci Facebook. Mais voilà, donc pour répondre à ta question précisément, pour moi aujourd'hui, c'est intéressant si tu veux créer un espace privé. Ouais. Voilà, mais il y a d'autres façons de le faire, mais ça peut être intéressant. Et puis, si tu veux faire des publicités sponsorisées, si tu as vocation à scaler, à toucher une grosse audience. Voilà. D'accord. Si on parle de LinkedIn
hyper intéressant ce qui se passe sur LinkedIn. C'était un endroit que je trouvais il y a quelques années assez convenu. Il peut être aussi parfois trop ostentatoire au sens où avec beaucoup de personnes qui se faisaient un petit peu mousser. Voilà, mais ça reste un lieu, c'est quand même une place professionnelle, comme une place de marché ou une place de village, où il se passe beaucoup de choses et où on peut quand même rentrer en relation les uns avec les autres. Il s'y passe des choses très intéressantes et on y parle différemment que sur Instagram. Les codes sont vraiment très différents. Ouais. Et là, vous pouvez vraiment faire émerger une voix professionnelle, là où Instagram est plus tourné vers l'image. Voilà, et vous avez beaucoup d'hommes notamment qui ne sont pas présents sur Instagram, qui vont être sur LinkedIn. Oui. Hein, par exemple. Donc, ils constituent quand même la moitié de la planète, on va dire, en gros. Et donc, ça peut être intéressant d'aller discuter sur LinkedIn, car ça n'est pas juste poster des messages, mais c'est aussi discuter. Voilà, et c'est un endroit où on peut avoir une voix VOIX professionnelle et où il peut se passer de belles choses. Et c'est aussi un endroit où on peut aller retrouver des gens avec qui on a travaillé il y a des années auparavant. Ça permet aux personnes de continuer à suivre votre actualité, etc. Des personnes qui ne seraient pas forcément présentes sur les autres réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que c'est pas un endroit aussi où on partage plus de contenu, au fond, que sur Insta ? Qu'est-ce que tu appelles contenu ? Plus qui s'apparentent plus à des articles journalistiques qu'on retrouve peut-être pas sur Insta. Disons que là, des partages d'idées. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Alors peut-être parce que c'est. Ouais. Alors, je suis très novice dans LinkedIn, mais c'est grâce à toi que je le découvre. Mais j'ai le sentiment que il y a plus de partage dans tous les sens du terme, de fond, donc des gens qui écrivent des articles de fond sur une thématique donnée, et effectivement des interactions par le biais des commentaires sur cette thématique, sur cet article à un moment donné. Et je trouve qu'on le retrouve de moins en moins sur Insta. C'est vrai que on est moins dans l'intime, mais plus dans le partage d'idées. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et de théorie, de vision. Tout à fait. Sachant que là, LinkedIn, enfin, tu peux publier des textes assez longs. Alors, il y a toute une astuce pour créer une accroche qui fait que les gens aient envie de le dérouler, parce que LinkedIn ne présente que le début du message dans le feed. Tu nous dis l'astuce ou pas? Non, mais c'est de créer une petite accroche et moi, quand je publie, je vérifie qu'est-ce que les personnes vont lire. Par exemple, moi, en ce moment, mais je change souvent mon astuce, c'est d'avoir une première phrase d'accroche et ensuite de dire ce matin, virgule, et d'aller à la ligne pour la suite de la phrase. Il m'est arrivé quelque chose, et ce qui fait qu'on a envie de cliquer sur les 3 petits points. Que m'est-il arrivé ce matin, ou hier, ou il y a 2 semaines. Voilà. Donc, c'est mon astuce du moment. J'aime bien en changer. Mais voilà. Et ce qui est drôle, parce qu'on parle du chez-soi digital, c'est que un petit conseil pour si vous voulez donner un lien externe, par exemple un lien qui va ramener vers votre article de blog ou un article dans la presse que vous avez lu, plutôt le poster en commentaire. Parce que LinkedIn aime bien qu'on reste à l'intérieur de LinkedIn. D'accord. Et donc, si dans votre post, vous publiez votre idée, comme tu disais, ou votre point de vue, etc., ne pas forcément mettre un lien qui va faire sortir le lecteur de LinkedIn au sein de ce post, parce que LinkedIn le dévalorise. D'accord. Donc ça veut dire là, si on donne un exemple concret, donc moi demain je poste le lien du Spotify, pour ne pas le citer, du podcast qu'on est en train d'enregistrer. Tu me conseillerais donc d'écrire un post en expliquant c'est quoi le chez-soi digital, etc., mais de mettre le lien Spotify dans le commentaire. Exactement. C'est bien ça? Plutôt que d'annoncer à tous aujourd'hui est sorti mon nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Viens dès chez moi. Et plutôt interpeller les gens, effectivement, comme tu viens de le dire, sur une problématique qui peut aller les rejoindre ou les interpeller, les faire réfléchir ou
ou tout simplement répondre à une de leurs questions professionnelles. Et puis, au cours de ce post, dire si vous voulez aller plus loin ou pour en discuter, enfin voilà, pour explorer cette question, lien de mon dernier podcast qui vient de sortir en commentaire, et effectivement le post est en commentaire. C'est un petit peu la logique LinkedIn. Donc, est-ce que c'est chez nous? En fait, on est chez LinkedIn. Hein. Ouais. Ils nous invitent à bien rester longtemps. Et alors, j'ai pas du tout exploré ce domaine-là, mais dans LinkedIn, est-ce qu'on est observé par la lorgnette comme on peut l'être chez Instagram? Et donc, est-ce qu'il y a un censeur LinkedIn? Alors, je suis pas spécialiste de ça. Je ne saurais pas te répondre en détail. Forcément, ouais. hein, ils sont tous obligés, de toute façon, d'avoir un modérateur. Par rapport aux règles de base contre la diffamation notamment, etc., l'incitation à la violence. Après, c'est pas un réseau qui suscite tellement ce type de publication, mais il doit forcément y avoir. Après, voilà, je suis pas du tout une spécialiste. D'accord. Mais t'as pas entendu parler, en tous les cas, comme c'est très présent sur Insta, quoi. D'accord. Beaucoup moins. J'entends pas parler de comptes dérobés. Par exemple, j'ai eu des clients sur Instagram qui ont eu leur compte dérobé par des pirates du web. Ça a été très, très embêtant. Des nuits d'angoisse parce que si ton business est basé uniquement sur ton trafic Instagram et que ton compte est dérobé, c'est embêtant. J'ai pas entendu parler de ce type de choses sur LinkedIn, mais encore une fois, LinkedIn est un réseau professionnel, donc on est plus sur du B2B que du B2C. Hein. Oui, d'accord. Ouais. Mais donc par rapport à l'exemple que tu viens de donner, aujourd'hui, est-ce que c'est pas une erreur que de faire son chez-soi digital uniquement sur Instagram? Ah, mettre tous les œufs dans le même panier. Avec tous les risques que ça comporte, effectivement, de se faire dérober son identité ou censuré par Insta ou plein de choses, quoi. Voilà. La parole est peut-être pas trop libre, suffisamment libre en tous les cas, même si on va pas parler peut-être, je sais pas, sexualité et encore. Je pense pas que ça soit tabou. Bref, il y a un censeur Insta qui est quand même très 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 présent, quoi. Oui. Et puis d'être ballotté par les changements d'algorithme. Il y a des personnes qui ont vu diminuer leur portée, la vue de leur post de moitié du jour au lendemain. En fait, c'est tous ces types de réseaux-là, on fonctionne par algorithme, donc ils peuvent choisir de pousser tel ou tel type de contenu. Enfin, j'entendais, mais que ça soit Facebook, Instagram, voilà. J'entendais une émission aux États-Unis qui avait performé et s'était fait connaître au plus grand nombre pendant des années via Facebook. Et puis un jour, Facebook s'est dit mais non, mais nous on veut plus que l'image de nos clients, de nos visiteurs, des gens qui viennent construire leurs 6000 maisons chez nous soit différente, et on fait tout d'un coup baisser leur visibilité, et ça a été vertigineux la chute. Donc effectivement, à la fois mettre tous les œufs dans le même panier et croire que c'est la croissance assurée et ne communiquer que à cet endroit peut être dangereux, effectivement. Aujourd'hui, toi, tu utilises comment Instagram? Alors Instagram, tu prends ta voix sensuelle. Alors Instagram, Instagram est devenu pour moi un terrain de jeu. Terrain de jeu, et notamment sur les stories. Je publie paradoxalement très peu dans le feed. J'ai lancé Studio Noélie il y a 2 ans tout au plus. Je faudrait revoir les dates. Toi qui sais. Mais si vous allez sur mon compte Studio Noélie sur le feed, en réalité, il y a peu de photos. Peu d'images postées sur le feed parce que je n'aime pas poster des tonnes, ça prend du temps, et pareil, l'algorithme a changé, etc. En revanche, les stories, c'est un peu mon mini BFM TV, même si c'est pas une super référence, mais je m'en donne à cœur joie, et ça, c'est devenu, moi, mon canal d'expression quand même quotidien, qui permet beaucoup de créativité et de communiquer sur son activité et d'être en relation avec des prospects, des clients et tout simplement des gens qu'on aime, de façon très naturelle. Donc les stories, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est la petite pastille en haut au niveau de notre profil qui est animée, et quand on clique dessus, on voit comme des slides. On voit le film de sa vie. Oui, c'est ça. Et comme j'aime beaucoup le graphisme, l'image, mais que je ne suis pas graphiste,
je trouve que de pouvoir ajouter des petits stickers, des images, customiser une photo avec un petit personnage qui bouge, moi c'est ça qui m'amuse beaucoup, et je fais passer beaucoup de messages, voilà, et c'est amené à disparaître, donc c'est complètement éphémère. C'est comme c'est pas une habitation, les stories, pour le coup, c'est pas chez moi, c'est Enfin, on peut les archiver maintenant. oui, tout à fait. Mais c'est comme si je passais dans la rue, et c'est comme de l'art de rue, hein. Ouais, Je me vois parfois comme une amuseuse professionnelle. C'est comme déployer une danse dans la rue, un spectacle, et ceux qui ont envie de voir, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'aime bien faire, aider mes clients à faire ça, c'est de créer de l'interaction. Comment tu entres dans une stratégie conversationnelle avec ces personnes qui suivent, c'est pour pas qu'ils soient juste des spectateurs passifs. Donc voilà, moi c'est un flux quotidien qui circule, c'est de la circulation d'énergie, d'idées, d'infos. Ce qui est intéressant, je trouve, sur tes stories, c'est que tu nous fais rentrer dans ton quotidien. Alors pas dans ton quotidien, je bois mon café, etc., mais ton quotidien d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Et ça revient peut-être à la conversation qu'on avait en off, qui est de c'est quoi mon métier? Parce qu'on a tendance à vouloir nous mettre dans des cases. Je suis journaliste, je suis coach, je suis maréchal ferrant, bref. Et que quand on a des métiers qui ne rentrent dans aucune case, hein, nous sommes deux sur ce canapé Tout à fait. à en faire partie, n'est-ce pas? Et ben en France, c'est compliqué. Parce que on n'a pas d'étiquette, et quand on n'a pas d'étiquette, c'est très difficile même pour nous de définir mais c'est quoi notre métier. Voilà. Et que je trouve que par la façon dont tu parles et la façon dont tu rentres en interaction avec ta communauté, c'est expliquer concrètement ce que tu fais. Parce que tu vas travailler avec tel client, tu as fait des stories au printemps, tu as fait voilà, ces différentes stories permettent de montrer quel est ton champ d'action en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je dois peut-être m'y mettre. En fait, j'ai décidé que Instagram devait s'intégrer à ma vie, et que je devais pas donner ma vie à Instagram, puisqu'on l'a dit, c'est pas vraiment chez moi. C'est un cette phrase, c'est un canal d'expression, c'est comme une projection au mur de plein de choses que je peux faire. Donc, je vis. Moi, comment je fonctionne, c'est que parce que je vois beaucoup de gens qui me disent, mais moi, déjà, j'aime pas me montrer. Ensuite, j'ai pas envie de me la péter. J'entends souvent ça, entre guillemets, hein. Et j'ai pas le temps. En fait, il faut faire toute une stratégie. C'est déjà une création de contenu qui est déjà un travail. Donc moi, j'ai décidé que ça ne devait pas être un travail. C'est un canal qui s'intègre au flux de ma vie. Et donc, la façon dont je fonctionne, mais d'autres peuvent fonctionner différemment et préfèrent construire des posts avec un canevas bien précis, une mise en page, etc. Moi, j'ai pris un autre parti qui est de dire je vis ma vie personnelle et professionnelle, qui sont beaucoup entremêlées. Je prends des photos parce que j'adore de plein de choses. J'ai un œil qui capte. Voilà, tu parler des tendances. Voilà, je prends des choses à la volée. Et puis, le soir venu, ou ça peut être le matin, je me pose et hop, je raconte. Et en fait, c'est de la créativité pour moi. Et ça me fait du bien. Et donc, ça s'intègre parfaitement à ma vie. Y a pas de rupture où je me dis, alors là, il faut que je fasse des stories. Alors là, il faut que je poste sur Instagram. Et si quand tu postes pas, tu postes pas. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand on est entrepreneur, que le temps est précieux, on en parlait, c'est trouver la manière dont ces réseaux sociaux peuvent entrer en résonance et en harmonie, si c'est ton mot, ça. avec nos vies. D'accord. Ok, donc on a vu Insta, on a vu LinkedIn, on a vu Facebook. Aujourd'hui, donc, selon toi, c'est quoi son vrai chez-soi digital? Puisque, a priori, aucun des trois réseaux, ça y contribue, mais c'est pas son chez-soi quand même. On aurait pu aussi parler de Twitter, encore un autre réseau. C'est vrai. J'ai fait une pause de plusieurs années de Twitter et j'y suis revenue, donc c'est aussi encore un autre canal de communication où il y a beaucoup d'humour, donc si ça intéresse quelqu'un, c'est assez sympa. Et pour répondre à ta question, si on veut vraiment être chez soi, c'est quand même le site internet, couplé ou pas avec la newsletter. D'accord. Bon, que moi je ne fais pas, mais qui peut être une stratégie. Donc,
un site internet, c'est une adresse, un nom de domaine. C'est notre template, nos paroles, qui restent là de façon fixe, qui ne disparaissent pas, qui ne va pas être censuré, à moins que les serveurs brûlent à l'autre bout de la planète. Oui. Ce qui arrive à certaines sociétés. Ça arrive. Voilà. Mais bon, si on sauvegarde, on peut le retrouver. Mais ouais, le site internet peut être une jolie maison digitale. Et je crois que c'était Mademoiselle Pierre qui avait parlé de ça au début. Enfin, et c'est pareil qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Et Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Donc ouais, le site internet comme notre maison digitale, c'est une jolie façon de voir. D'accord. Avec différentes pièces. Oui, bien sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement, puisque toi, dans une partie de ton métier, est d'accompagner les gens donc à construire, à remplir la maison, à meubler la maison, à décorer la maison. Alors peut-être pas décorer d'ailleurs, c'est peut-être pas le terme, mais plutôt oui remplir de mots cette maison. Est-ce que tu aurais des préconisations, des conseils à donner, des tips, des petites choses pour bien harmoniser, mon mot préféré, sa maison digitale? Ouais. Remplir de mots et de vie. Ouais, c'est bien dit. Premier conseil, c'est de prendre le temps. J'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent voilà, je dois faire mon site, c'est bon, là on se voit 2 fois dans la semaine et c'est bon. Ah non. Ça prend à peu près 4 à 5 semaines. Ouais. Pour que ça soit intéressant et que ça soit pas un site en fait, le danger c'est de créer un site plaqué, plein de jargon, qui soit calqué sur d'autres offres vues ailleurs. Ça marche un temps. Mais sur la durée, on s'y retrouve pas. Surtout si on a un entrepreneur qui entreprend avec soi, avec son histoire, son passé professionnel et sa propre vision. Parce qu'en fait, si on est entrepreneur, on a une vision forte. Donc, comment cette vision, ce message s'incarne dans le site internet? C'est un vrai travail, pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors, les conseils. Donc, prendre le temps. Déjà. D'écrire son histoire déjà, peut-être. Ouais. Alors, peut-être revenir à ça. Ouais, complètement. Tout comme on revient à l'histoire d'une maison. Ouais. C'est important. Ça génère la vie qu'on va avoir après dans cette maison. Peut-être écrire cette histoire. Ouais. Effectivement, le fameux storytelling. Se retourner. En fait, si on est entrepreneur aujourd'hui, on propose quelque chose. Ça ne sort pas de zéro en général. Ça a maturé en nous depuis des années, même si c'est pas forcément conscient. Et faire l'effort de se poser et d'être retourné sur cette histoire et de se dire, en fait, souvent, les gens me disent, mais je propose quelque chose d'aujourd'hui de nouveau, je suis pas légitime, ça sort de zéro. Non, ça sort pas de zéro. C'est relié à tout ce fil rouge qui t'a amené jusque-là. Et en fait, intégrer effectivement cette histoire avec une partie, ça peut être soit par date, tout simplement, soit sous forme d'un récit qui embarque. Et ben en fait, ça, c'est accueillant. En fait, on est accueilli par quelqu'un vraiment dans le site, parce que le but c'est de pouvoir accueillir les personnes qui vont visiter ce site. Donc elles sont accueillies par quelqu'un qui n'est pas remplaçable. Donc effectivement, raconter cette histoire. Et j'aime bien le terme d'aventure. On parlait d'un livre, je sais acheter ce petit livre en librairie qui s'appelle Le Chez-soi des animaux de Vinciane Després, chez Actes Sud. Et il y a plusieurs parties, et notamment donc c'est tous les animaux qui disent mais c'est quoi être chez soi. Alors il y a différents animaux, il va y avoir les fourmis, les oiseaux, les animaux de la forêt, etc. Et en fait il y a certains animaux qui vont déposer des taches d'odeur. Alors c'est un peu rigolo, mais ça va plaire aux enfants. Mais nous y déposons des taches d'odeur qui disent notre nom avec. Noélie voulait absolument nous faire un peu de lecture dans ce podcast. Donc, oui. Nous y déposons des taches d'odeur qui disent notre nom avec nos pipis, nos crottes, nos poils, nos glandes, et ainsi cette dune, cet arbre, ce morceau de forêt, ce coin de prairie, c'est nous. Voilà. Donc c'est quoi l'odeur de notre site internet? C'est une vraie question. Voilà. Et puis il y a les oiseaux, eux, qui vont dire nous c'est le chant. Tout cela est très juste et très bien pensé, disent les oiseaux.
Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tellement avec les odeurs que nous décidons notre chez-moi. Pour beaucoup d'entre nous, la manière d'étendre notre corps dans l'espace qui nous entoure, de faire que cet espace devienne pour chacun un chez-moi, c'est le chant. Nous chantons et chantons encore, et pour chacun de chez nous, et pour chacun de nous, le territoire devient chez moi par la voix, par les sifflements, les notes, les silences, les tris et les mélodies. Donc tu parlais de... C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Tu parlais des mots. Bah pour moi, voilà, ils doivent chanter votre histoire. Et donc effectivement, donc on disait prendre le temps, raconter son histoire. Est-ce que tu voyais un autre point? Bah après décrire son activité. Voilà. Alors là, l'offre. Hein, l'offre, Oui. la fameuse. Qui est toujours compliqué quand, d'autant plus, on n'a pas de nom de métier. Décrire son offre. Décrire son offre et ses talents. Et là, c'est oser. C'est oser proposer une offre singulière. Et en fait, c'est revenir à quelque chose de très simple aussi, et on n'a pas parfois besoin de se faire aider. Même moi, mais en fait, dans l'idéal, dans une vie rêvée, au final, en fait, pour moi, en fait, c'est drôle parce que quand on est petit, on se dit, tu vas devenir quoi? Pompier, astronaute, danseur, astronaute, vétérinaire, boulanger, pâtissier. Et en fait, on fait quoi? On est dans un bureau en train de remplir des tableaux Excel ou à pondre des rapports, etc. Enfin, des prêts. Et en fait, ce qui est génial avec ton site, quand tu es un entrepreneur, c'est que tu redeviens ce petit boutiquier. Oui. Et ça n'est pas moins noble, au contraire. Et du coup, tu peux proposer une offre telle qu'un boulanger aurait sa pâtisserie signature, le grand classique dont tout le monde a besoin, le croissant du petit déjeuner, même si c'est pas toujours bon pour la santé. Voilà. Et en fait, c'est se dire, mais c'est quoi en fait les gens qui viennent chez moi? Je leur propose quoi en apéritif? Ça peut être une offre d'appel. C'est quoi mon offre phare, mon plat principal? Et ça, c'est vraiment mon talent principal et ce pourquoi les gens ont besoin et qui rejoint, voilà, le besoin des gens. C'est mon offre principale. Et puis des offres annexes, qui sont les fameux suppléments. Hein. Ouais. Comme les bonus. Voilà, comme les fameux suppléments Chantilly. Les options, les bonus. Voilà. Et le dessert pour aller plus loin, ou la cerise sur le gâteau, c'est aussi notre style, notre méthodologie, la façon avec laquelle on travaille avec les gens, ce qu'on leur apporte de plus par rapport à la concurrence, ou de différent du moins. Donc osez écrire votre offre aussi telle que vous aimeriez la proposer, la proposer, et voilà. Et ça passe par beaucoup discuter avec vos prospects, vos clients, noter les mots que les gens vous disent quand ils vous appellent. Le nuage de mots, le fameux nuage de mots qui est nécessaire pour pouvoir construire, déjà pour tout ce qui est référencement aussi du site, mais créer ce nuage de mots. Moi, je dis harmonie parce qu'effectivement, c'est un terme qui est important pour moi, mais il y en a plein d'autres en fait. Et bien réfléchir à ces mots-là pour construire le discours autour de ces mots-là. Ouais. Qui à la fois montrent votre singularité et à la fois vont résonner auprès des personnes qui vont venir vers vous. Parce que ce que je trouve génial avec le site, c'est qu'effectivement, tu peux avoir un récit de soi, une offre singulière. Tu peux aussi avoir une ambiance. On parlait du chant, de l'odeur. Pour moi, c'est une ambiance. Avec des images, notamment ton site Gaëlle, j'ai beaucoup aimé le choix des images que tu as fait. Et tout de suite, une image vaut 1000 mots, hein, comme on dit dans la publicité, c'est-à-dire que on instaure un climat, un message par l'image qui va aller toucher la bonne cible. Et en fait, l'idée, c'est de se dire plus c'est singulier, plus ça me ressemble, plus ça va attirer les clients qui me ressemblent et qui me correspondent, et je vais pouvoir clairement leur offrir le service qui leur correspond, quoi. Ouais, ok. Et au format qui correspond. Je vois par exemple, j'ai ma sœur qui fait du data design. Clairement, dans Instagram, c'est trop petit, les fenêtres. Oui. On est sur un format carré. Pourquoi le monde serait en carré? Pourquoi le monde serait pas un rectangle? Parce que Instagram est le monde, non? Donc, l'avantage sur le site internet, c'est que vous pouvez vous déployer. Ben, ça ouvre le champ des possibles et la créativité. Donc,
Et j'avais une question, quid de est-ce qu'on se montre sur notre site ou pas? C'est une obligation ou pas? Ah, se montrer. Vraie question. Est-ce qu'on incarne? Est-ce que une photo de nous, est-ce que l'incarnation de son site, ça passe obligatoirement par se mettre en 6x9 sur le site? 6x9. Alors, on n'est pas obligé. Après, quand on est indépendant, entrepreneur, on est une personne et les gens viennent rencontrer cette personne. Mais il y a différentes façons de le faire et il faut surtout se respecter. Et aussi, on a le droit au changement, c'est-à-dire qu'au début, on peut ne pas vouloir, puis y passer. Enfin, ça, faut s'écouter. Mais ce qui est marrant, c'est que je vois pas mal de clients qui ont eu un passé professionnel dans le salariat. Ils se lancent en indépendant, ils ont l'idée de dire je crée une agence, un cabinet, un atelier. Et là, on prend tout de suite les grands mots. Nous, ceci, nous, alors qu'ils sont tout seuls, mais comme s'ils avaient une grande équipe, parce que c'est une manière de se professionnaliser, de proposer une offre classe. Et je vois, dans un troisième temps, ces mêmes personnes revenir à moi en disant bah, Noélie, je veux passer au jeu maintenant. Allez, on va mettre ma photo, ok. En fait, c'est progressif, c'est par étapes. Alors, c'est marrant parce que c'est une réflexion que tu m'as faite quand j'ai fait le site. Comment je suis passée directement au jeu. Mais toi, t'as pas eu de problème là-dessus. Ouais. Ben non, mais je me suis pas posé la question, en fait. Et que je pense pas que le professionnalisme se pose à ce niveau-là, en fait. Qu'on soit seul ou des milliards, c'est pas cette question-là, et que quand bien même la société où il y a des milliards de, voilà, au départ, ça a été un individu. Et que cet individu-là, c'est ses valeurs, c'est son champ d'action, son chemin de vie qui fait que cette société existe aujourd'hui. Donc voilà, donc je me suis pas posé cette question-là. Et en revanche, c'est marrant parce que pour la photo, tu vois, par exemple, moi sur LinkedIn, j'arrive pas à regarder en face. J'aime pas parce que je suis dans un mouvement, moi, tourner vers l'avant et j'embarque les gens avec moi. Donc je n'aime pas regarder en face en disant je vous vends ci, je vends ça, parce qu'il y a souvent des conseils de mettre la photo de face. Et toi, j'ai vu sur ton site, pareil, la photo, je sais plus exactement. Ouais, je regarde pas en face. Ouais, voilà. Et c'est marrant. Pareil, je me suis pas posé la question. Voilà. Donc, par rapport à effectivement, je suis dans la même posture que toi. Je regarde plus vers l'avenir que vers le présent. Moi, quand j'embarque mes clients vers l'après, en fait. L'harmonie dans le lieu, c'est vers l'après. On regarde, on a un mouvement vers créer quelque chose. Donc, créer quelque chose, on est plus positionné vers le futur ou futur proche aussi, hein, mais en tous les cas, on est plus dans ce mouvement-là, en fait, d'accompagnement. J'accompagne le client à aller plus vers son futur ou son demain. Voilà. Trop bien. Donc du coup, pour se montrer, c'est à sa mesure. Ça peut bouger et faut se respecter, mais ne pas se cacher. Parce que pareil, dans ce petit livre, le chez soi des animaux, il disait chez soi, c'est aussi l'endroit où on peut se cacher. Donc il y a plein d'endroits. On a le droit au silence, de ne pas dire certaines choses, mais un entrepreneur qui se cache, un entrepreneur qui propose pas au monde la richesse qu'il a apportée et l'aide qu'il a donnée. Donc, on se cache pas sous la table. On vient déguster la galette des rois avec tout le monde. Mais voilà, au niveau qui nous convient. Ouais. En off, on discutait aussi d'une autre façon d'être chez soi. Alors, on quitte un peu le digital, mais c'est quand même important aussi. Tu as d'excellentes idées, donc ça serait dommage de s'en priver. Si on passe au format papier, tu m'as montré ta petite boîte magique où tu collectes depuis des années des papiers, des flyers, tout ce qui concerne en fait l'image d'une entreprise, mais par le biais du papier. C'est quoi ton point de vue là-dessus et de tendance en termes de femmes de la tendance ou à la tendance, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui par le format papier, donc pour créer un chez-soi aussi papier, en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que le monde du commerce et des produits, de la cosmétique, etc., a toujours créé des formats papier pour présenter l'offre. Et donc c'est génial. Bon.
Enfin, c'est génial, pardon, c'est pas génial, mais ça fait partie du monde publicitaire. Ouais. Et justement, on a un peu inondé et bon, c'est pas forcément écologique, mais voilà. Mais revenir à une qualité, bon, je suis une amoureuse du papier comme toi, des carnets, tout ça. J'avoue. Et moi, mon rêve, enfin, je me dis, ça serait génial de pouvoir proposer. Alors, le mot flyer est pas bien choisi, mais Ouais. C'est qu'on on voit bien ce que c'est en fait. Ouais, un support papier qui se plie, qui se découvre, qui raconte qui vous êtes. Soit en racontant votre vision, ça peut être un manifeste un manifeste ou une histoire ou une liste de conseils par exemple sur un domaine qui rejoint votre activité. Mais pour moi, ça irait plus loin que par exemple la simple carte de visite. Voilà. Je me dis que ça serait génial. Il y aurait cette dimension esthétique et qui aussi véhiculerait cette fameuse ambiance, état d'esprit. Ça peut être soit très pop, ça peut être très zen, ça peut être très didactique. Enfin, ça, pareil, ça donne la couleur de l'activité. Et en fait, je me dis, du coup, ça redonne aussi de la noblesse à ce support papier qui a été détourné à des fins publicitaires très mercantiles, de masse, etc. Très cheap. Ouais, voilà, en quelque chose de... J'allais dire presque sacré, mais ça, c'est trop, mais de quelque chose, en tout cas, qui a de la dignité, du respect pour soi, pour le client. Et d'ailleurs, je suis partie d'une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Brains with Benefits. J'y pense, là. Et il y en a une qui s'appelle Margot Prévost, qui est fondatrice de Caprice Biographie. Elle fait des biographies d'entrepreneurs engagés. Et son idée, c'est de proposer les biographies d'entrepreneurs sur papier. D'accord. Comme des petits MOOC, livres, journaux intimes. Avec du texte, de l'image. Et en fait, c'est une super idée. C'est une super idée. Et notamment toi, Maison Conquête, tu vois, t'aurais un espèce de livret qui présente ton activité et que tu déposes dans des lieux, parce que l'avantage du papier, c'est que ça peut toi qui es dans le lieu, ça se dépose dans un lieu et ça favorise la rencontre. Celui qui passe par là. Et encore une fois, ça passe par une différenciation. Du vulgaire flyer, on passe à un objet papier. Un objet, qu'on garde. Voilà. Comme toi dans ta boîte magique. Oui, avec tous mes dépliants, mes cartes postales de marque, mes étiquettes qui, je trouve, procurent de la joie et du toucher, la joie du toucher, du papier. Tout comme le livre. On disait aussi, le livre... c'est un moyen de communiquer aussi, même si on rentre là dans un site, c'est pas simple à faire, un livre non plus. Mais tu m'as raconté tout à l'heure l'histoire de ta rencontre avec Valentin Decker, qui a écrit. Je vais te la laisser la raconter l'histoire, mais le support livre, c'est un support de communication aussi, puisque souvent, ça arrive qu'on rentre en interaction avec quelqu'un par ce support-là, puis par sa maison digitale. Et on devient client de cette personne aussi derrière. Tu me racontes l'histoire de cette rencontre ? Ouais, en fait, je ne sais pas comment je suis tombée via le digital pour le coup sur le livre de Valentin Decker, Expédition créative. Donc Valentin a créé une école d'écriture en ligne qui s'appelle Sauce Writing et son but c'est de pouvoir créer la plus grande communauté francophone d'écrivains de non-fiction. D'accord. Un peu sur le modèle américain. Donc moi je maîtrise pas bien ça parce que moi j'ai écrit des guides ou des livres de psycho ou des petits romans pour enfants. Donc le côté essai, je maîtrise pas encore. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellée. Et en fait ce livre Expédition créative a une couverture que je trouve magnifique avec une belle illustration. Je suis fan d'illustration. J'ai travaillé beaucoup dans des nombreuses années au début de ma carrière dans la presse jeunesse, donc il y avait beaucoup d'illustrateurs. On devrait pas quitter ce monde. Ah oui. D'ailleurs, je collectionne les livres jeunesse encore aujourd'hui. Je pense qu'on peut se taper la main. Oui, c'est des œuvres d'art. J'adore ça. C'est des trésors cachés. Et puis c'est de la philosophie aussi. Complètement. Qu'on perd en étant plus grand. Complètement. Et c'est dommage. Je te rejoins là-dessus, complètement. Et donc, ce livre Expédition créative avec une très belle couverture évocatrice et des couleurs qui me parlent, je voulais l'avoir. Je l'ai eu pour Noël il y a 2 ans. Rien que pour sa couverture, rien qu'elle soit posée sur mon bureau me fait du bien. Le mot, rien que la expédition créative, on est là encore dans ce mouvement. Cette belle image qui invite à quelque chose
d'onirique et de Mhm. apaisé. Mhm. Donc le sous-titre, c'est la patience, l'ambition et la rigueur du travail bien fait. Et ben je me suis dit, ce gars, c'est génial, il publie ce livre, c'est magnifique, c'est une pépite. Je suis allée un petit peu voir ce qu'il faisait. Et là, en fin d'année, je suis allée à un de ses week-ends d'écriture. Donc en fait, j'ai découvert son univers digital au départ par son livre. Mm. Donc lui, il a un site internet, des réseaux sociaux, une chaîne YouTube maintenant, etc. Et donc j'ai participé à ce week-end d'écriture et j'avais l'impression de déjà un petit peu le connaître puisque j'avais lu sa pensée à travers ce livre. Ouais. J'étais convaincue que c'était quelqu'un de bien, qui avait une vision singulière, une vision de l'écriture, alors que moi-même, je pratique l'écriture depuis des années. C'était encore une autre facette de l'écriture. Et ce livre a été une formidable porte d'entrée. Et un livre, c'est vraiment un facteur de notoriété. Moi-même, j'en ai écrit. Et les gens peuvent venir à vous via un livre. Donc, quel est le livre que vous pourriez écrire qui... Ouais. C'est que je pense qu'on se positionne en expert, en fait. Ouais. Même si on raconte que des bêtises dans son bouquin. mais dans l'absolu, je pense que le livre, ça fait sérieux, en fait. Donc, si on écrit un livre et que ça soit édité par une maison d'édition véritablement, ou auto-édité, puisque aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir ce biais-là aujourd'hui, c'est que si a priori aucune maison, ou qu'on n'a pas fait la démarche d'aller vers une maison d'édition, syndrome de l'imposteur, de toute manière, je me serais jamais édité, donc je ne passe pas par ce biais-là, donc je prends la décision d'auto-éditer, ou bien qu'on se fait éditer par une maison d'édition, tout de suite, ça positionne en expert et donc ça crédibilise notre métier, notre vision, notre façon de voir et de penser. Donc c'est un outil de communication. Alors ça peut être le bouquin, mais ça peut être ce qu'on appelle le MOOC aussi. Moi, j'explore beaucoup cette idée-là parce que je trouve que l'objet papier, encore une fois, et effectivement, je te rejoins, est important pour moi. Voilà, donc je pense que c'est un outil de communication qu'on ne doit peut-être pas oublier aussi, même si on sort du chez-soi digital, mais un livre, c'est chez-soi aussi. Voilà. C'est un chez-soi, quand on l'écrit, l'écrivain est qu'on exporte chez le chez-soi des gens. Complètement. Ouais, bien dit. Donc c'est un support, je pense qu'il faut pas oublier aussi. Et un livre, ça dure. Un livre a un numéro ISBN. Un livre rentre à la Bibliothèque nationale de France pour l'éternité. Si c'est pas magnifique. Pour peu que l'on cherche ça, mais pas forcément. Mais effectivement, on met son intimité dedans. Pourtant, c'est très, 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 très public et ça rentre chez les personnes, chez les autres. Après, voilà, c'est un gros travail, un livre. Oui, bien sûr, un peu un long tunnel d'écriture. Quoique, il faut trouver sa façon de le faire. C'est souvent une fierté. Ça reste. Et effectivement, c'est un pont vers le digital aussi. Et l'un n'exclut pas l'autre. Oui, carrément. À quand ton livre, Gaëlle? Un jour. C'est une réponse, hein. C'est pas jamais, c'est un jour. Très bien. Un jour, c'est sûr. Et tu es grande consommatrice de livres, toi, d'ailleurs. Enfin, moi, oui. Ouais, moi aussi. Trop. Je sais pas si on l'est trop un jour, mais en tous les cas, pour le banquier, trop, ça c'est sûr. Mais oui. Non, l'objet livre, pour moi, est... Alors, ça a deux... en termes d'énergie, le livre, ça il y a son pendant positif, effectivement, qui est la culture, l'ouverture, la curiosité, les mots, la poésie, la philosophie, tout ce qu'on veut, etc. Après, si on s'intéresse au feng shui et tout ce genre de choses, il y a son pendant énergétique. C'est un poids. La bibliothèque est un poids, peut être un poids. Donc il y a tout un talent à mettre aussi en scène ces bouquins. C'est la réflexion, parce que comme je suis face à ta bibliothèque, c'est marrant parce que tous tes livres sont rangés dans le sens de la tranche, donc on voit la tranche. Et pour une amoureuse des illustrations, c'est marrant que tu n'en mettes pas dans l'autre sens, de manière à pouvoir avoir la couve qui va venir illustrer en fait ta bibliothèque.
Donc mettre en scène sa bibliothèque, c'est aussi intéressant, où il glissait quelques objets. Ça permet de l'alléger et de vivre le livre d'une façon différente, en fait. Je rêve d'avoir un présentoir, en fait, comme dans les entreprises. En fait, pour moi, je suis fascinée par le mobilier d'entreprise ou de boutique, etc. Et je rêve depuis toujours que ça puisse s'intégrer dans les intérieurs. Et en fait, bon, là, puisque tu es chez moi aujourd'hui, c'est un habitat en évolution. J'ai fait beaucoup de tri et de vidage à la cave. Et effectivement, je rêve d'avoir un présentoir. Et tu as complètement raison pour la couverture. Et donc chez moi, c'est vrai que je présente beaucoup, et notamment de la littérature jeunesse. Alors c'est parce que comme avant j'avais un concept store et j'avais un rayon où je prenais beaucoup de temps partie littérature jeunesse, parce que pour moi c'était important de le proposer. Et donc je passais beaucoup de temps à proposer ça, et donc j'utilisais le bouquin dans la mise en scène de la décoration de la boutique, en fait. Magnifique. Parce qu'il y a des couves qui appellent ça. C'est aussi beau que parfois une illustration voilà, d'un illustrateur X ou Y, ça reste des illustrateurs qui font les. Donc je trouve que et souvent il y a des mots aussi sur des couvertures de bouquins qui t'amènent ailleurs. Voilà, qui t'amènent à, tout comme tu as des affiches avec des phrases, des mots, etc., qui t'amènent la joie, etc. Et ben ces couvertures, je trouve, viennent nourrir ça aussi. Donc en avoir en expo chez soi couve face à nous, plutôt que la tranche face à nous, c'est un élément d'atmosphère de lieu. Tu as bien raison. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je reçois quand même certains clients ici, parce qu'on parle de lieu en tant qu'entrepreneur. Et je sais que tu travailles aussi là-dessus pour aider des entrepreneurs à pouvoir trouver leur lieu d'activité personnelle et professionnelle. Je m'aperçois à quel point, effectivement, ce que tu présentes a une importance. Bien sûr. C'est une part de toi, d'autant plus que là c'est ton chez toi, donc c'est un lieu partagé. Donc c'est aussi bien présenter ce que tu as montré au monde, voilà, et c'est aussi le juste équilibre entre toi et ton intimité aussi. Exactement. Ce que t'as pas envie de montrer au monde, doit rester secret. Donc c'est tout une gymnastique à avoir entre ce qui est de l'ordre de l'intime et ce qui ne l'est pas, et ce que tu laisses à voir quand tu accueilles du public chez toi. C'est très très important, et ça véhicule ton image là aussi. C'est ça. Tout comme ton site, tout comme ton chez toi bien sûr, encore plus ton chez toi physique. Je pense que c'est important de garder une cohérence entre un design de site et un design de chez toi. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est cette cohérence-là, et c'est toi au final, c'est ce que tu insuffles, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et les passages que tu disais, c'est ton odeur, c'est. Oui. Alors tu fais pas pipi aux quatre coins de ta pièce, on est bien d'accord, hein. On l'espère, oui. Mais c'est cette odeur, ce mood board sensoriel, moi que j'aime beaucoup, qui permet de véhiculer toutes les parts de ta personne et de ta personnalité. Et qui montre la façon dont tu peux accompagner les gens, et qui vient faire effet miroir avec ces personnes, et qui les touche, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais. Je ne saurais rajouter quelque chose de mieux que ce que tu viens de dire. Est-ce que comment on fait pour te trouver sur Internet, sur les internets, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on te trouve? Comment voilà, raconte-nous tout ça. Alors, et pourquoi on vient te voir? On vient me voir quand on entreprend, qu'on veut raconter ce qu'on fait à travers un site internet, des réseaux sociaux, ou qu'on a déjà raconté ce qu'on fait, mais qu'on sèche, qu'on bloque, qu'on sent qu'on a besoin de passer un nouveau cap, et qu'on a un peu épuisé tous nos messages, nos idées, qu'on tourne un petit peu en rond. D'accord. Sachant que tu écris aussi, tu prêtes ta plume pour l'écriture d'un site, notamment.
Voilà, et c'est pour des personnes qui ont le sentiment de pas savoir le faire, en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment du coaching opérationnel, du coup. Je reprends ce mot d'une cliente. C'est-à-dire que j'aide à réfléchir, à réangler, à structurer, etc. À vraiment à travers la posture de coach. J'ai aussi le conseil, donc je peux avoir vraiment... du fait que ça fait quand même de très nombreuses... J'ai été rédac chef d'une agence digitale, donc j'ai travaillé sur le site internet de nombreux clients. Et effectivement, j'interviens sur la partie écriture. Mais là, ce que j'aime faire, c'est de la coécriture. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de proximité main dans la main. J'aime pas dire, qu'est-ce que vous faites? Ok, je vous rends un texte. Pas du tout. C'est vraiment main dans la main, on plonge. C'est pour ça que j'aime bien dire, je plonge avec vous dans l'aventure. Et on en sort. Je suis tellement contente quand le site d'un client voit le jour. C'est une naissance. C'est une naissance, vraiment, parce que c'est le début. C'est le début d'un rêve qui va pouvoir s'incarner à travers une activité. Mais si elle est pas racontée, voilà. Et en fait, souvent, le site internet, une fois qu'il est sorti, la personne se sent en confiance pour pouvoir aller démarcher ses clients, etc. En harmonie chez elle. Oui. Et oui, donc moi aussi, toi, t'harmonises les lieux. Moi, j'aide effectivement à harmoniser par les mots. Et l'agencement des idées et de la structuration, on va dire, de l'espace à l'intérieur du site, le site. Et en fait, voilà, après, moi, je fais pas du tout de technique. Les personnes font soit appel à une agence, soit design le site elle-même, mais je suis vraiment la partie en amont et au cours de la mise en place du site pour avoir toujours cet œil extérieur. Et j'aime bien faire des rebonds d'écriture, c'est-à-dire que j'ai toute une phase d'échange avec les personnes avant, une phase exploratoire qui a l'air tout en désordre, mais c'est volontaire parce qu'il faut aller rechercher quelles sont les infos importantes, la vraie vision de marque, de projet entrepreneurial. Et ensuite, on met à plat, comme on dit. Souvent, les gens me disent j'ai besoin de tout remettre à plat, Noélie. Ok, on met à plat. Mais pour redonner du relief. Eh oui. Son propre relief. Voilà. Et en fait, voilà, je travaille avec un espèce de document de travail qui permet d'être un petit peu la bible du positionnement et de structurer et de clarifier le site internet avec une phase de coécriture. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, on se retrouve. Ah oui, on me retrouve où? On me retrouve au coin de la rue, dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre, un quartier que j'adore parce que créatif. Ouais. Ouais, j'adore, avec une ambiance un petit peu de village. Et puis sur les internets, via mon site www.noelievialet, VIA2LET, et Noélie, un seul L, noelievialet.com. Sur Instagram, Studio Noélie. Et sur LinkedIn, Noélie Vialet. Et vous pouvez me contacter, tout simplement m'envoyer un message privé ou m'envoyer un message via le site. Comme vous voulez, et puis on échange sur le pour projet. voir ce qu'on peut faire ensemble. Sur le projet d'harmonisation. Ouais. Super. Merci à toi. Alors, tu étais très, très, très stressée par rapport à... C'était ton premier enregistrement de podcast. Mon premier podcast. Ça va mieux? Ouais, merci infiniment Gaëlle. Mais avec plaisir. Je te remercie pour cette proposition. Je trouve que tu incarnes la personne qui est le plus généraliste, en fait. Voilà. Je voulais pas quelqu'un qui soit spécialisé Instagram. L'objet, c'était vraiment d'avoir cette vision. Aujourd'hui, voilà, je suis entrepreneur et quelle est ma com et où est-ce que je vais pouvoir donner le plus de moi sur les différents supports ou comment je peux le faire. Donc voilà. Donc je trouvais que tu incarnais cette personne-là. Super sympa. C'est vrai que ça fait, moi je suis quelqu'un qui pratique, qui teste, etc. Et ça fait plus de 15 ans, 18 ans même que j'ai testé toutes les évolutions du web, à commencer par la naissance des blogs, des forums, jusqu'à l'avènement de tous ces réseaux sociaux, Instagram, le retour des blogs d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je suis effectivement pas une spécialiste, mais j'ai un regard affûté quand même et dans la pratique. Pour moi et mes clients. Donc merci infiniment Gaëlle pour cette proposition d'échange qui était hyper riche et intéressant. Merci à toi. Merci. À très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Conquête. J'espère que l'on vous a donné envie de construire un chez vous digital qui vous correspond vraiment. En tous les cas, n'hésitez pas à contacter Noélie si vous avez besoin d'aide. Elle saura vous donner de très bons conseils.
Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts ou Spotify. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. À très bientôt.